On ne va pas se mentir, les terminologies autour des profils atypiques pullulent. HPI, HPE, zèbre, hypersensible, polymath, multipotentiel ou encore slasher, on a du mal à s'y retrouver. Aujourd'hui, on te propose donc de débroussailler pour toi la jungle de ces terminologies pour t'aider à y voir plus clair. Mais qu'est-ce que je peux bien mettre sur ce CV? 2000 years later. Bon, alors, trop classique. Qui se prend celui-là? Hein? Je crois que c'est à la mode, ça. Hé, Lauriane, je crois que j'ai trouvé. Pour chacun des termes que l'on va voir dans cette vidéo, on va te donner sa définition, son origine, comment s'employer aujourd'hui et notre avis dessus. On commence de suite par HPI ou haut potentiel intellectuel. HPI est l'étiquette attribuée à toute personne atteignant un score supérieur à 130 au test WISE, qui est l'échelle d'intelligence pour adultes selon Wechsler, ou au WISC, la même chose mais pour les enfants. Si la question d'adapter l'apprentissage des enfants en fonction de leur capacité s'est posée dès la Grèce antique, c'est en 1905 que Binet et Simon proposent leur première échelle métrique de l'intelligence. Parce qu'en France, cela fait très longtemps qu'on essaie de mesurer et classer l'intelligence. Destinée à détecter les enfants présentant un retard mental, cette échelle met en lumière le fait que ce qu'on appelle l'intelligence à l'époque est en fait un spectre que si certains enfants présentent un retard, d'autres sont au contraire trop intelligents. Ces travaux seront repris par plusieurs équipes jusqu'à ce qu'en 1955 sorte la première version du WISE. Le WISE est aujourd'hui un outil standardisé permettant de mesurer certaines compétences de notre cerveau et d'être classé à l'intérieur d'un groupe de référence. Ce test, qui a l'avantage d'être le seul qui soit normé et standardisé, reste limité sur ce qu'il nous apprend. S'il permet de lever le voile sur certaines compétences de notre cerveau, il ne les mesure cependant pas toutes. La créativité, l'intelligence émotionnelle, les capacités interpersonnelles par exemple, sont de grandes absentes de ces évaluations. Ne parlons même pas de la notion d'intelligence en elle-même qui fait toujours débat au sein de la communauté scientifique. À l'heure actuelle, ce test est utilisé essentiellement par des psychologues dans le cadre d'un bilan complet autour de troubles de l'apprentissage, de détection de maladies neurologiques ou psychiatriques. Dans ce cadre, il n'est jamais effectué seul, mais dans un ensemble de tests et bilans pour obtenir une vue d'ensemble de la problématique du patient, justement parce qu'il ne permet qu'une mise en lumière partielle du fonctionnement du cerveau. Il est décrié aussi car même s'il est standardisé, l'entraînement par exemple permet de modifier ses résultats. Il est aussi utilisé à titre discriminatoire par certaines associations comme Mensa ou Intertel. Le terme HPI s'est largement galvaudé dans le langage courant, HPI étant devenu synonyme de super intelligent ou surdoué, alors que cette étiquette ne représente qu'une image à un instant T de certaines compétences cognitives d'une personne. De même, la notion de potentiel passe très souvent à la trappe. Un potentiel, c'est quoi? Ça veut dire que quelque chose est possible, mais si ce n'est pas travaillé, s'il n'y a pas d'environnement favorable, c'est tout ce que ça restera, un potentiel. Sur la passation du WISE, nos avis sont partagés et on n'aurait pas le temps d'en discuter ici. Cependant, on est d'accord chez Cameo pour dire qu'un nombre ne peut pas être utilisé pour se définir et que le champ d'évaluation du WISE est bien trop réduit pour se faire une réelle idée du niveau d'intelligence d'une personne. Si vous voulez creuser plus loin, vous pouvez retrouver dans notre épisode de podcast avec Lauriane sa propre expérience de ce test et les raisons qui l'ont poussé à le faire. On vous mettra le lien en commentaire. HPE pour haut potentiel émotionnel. HPE est encore un acronyme, mais celui-ci va s'intéresser à la partie émotion et pas intelligence. Il veut dire haut potentiel émotionnel. C'est un concept assez nouveau, ce qui veut dire qu'il n'est pas aussi défini que le HPI. Des personnes telles que Hélène Aron, psychologue clinicienne, ont contribué à mettre en lumière la sensibilité émotionnelle à travers le concept de personnalité hautement sensible, ou HSP, qui partage certaines similitudes avec le concept de HPE. S'il y a beaucoup de recherches plus ou moins sérieuses dessus, il manque aujourd'hui des indicateurs fiables et un consensus sur sa définition exacte et la façon de le diagnostiquer. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite en parlant de sa définition. Le HPE serait une capacité d'un individu à avoir une sensibilité émotionnelle accrue, lui permettant de ressentir, comprendre et gérer les émotions de manière intense et profonde. Au-delà de ça, ce n'est pas parce que ce n'est pas standardisé aujourd'hui que ça ne sera pas dans le futur. Donc on peut tout de même parler de ce qui semble rassembler des personnes HPE. 1. Une sensibilité émotionnelle élevée. Ça veut dire qu'un HPE ressent les émotions de manière plus intense que la moyenne. 2. Des réactions profondes. Ils peuvent manifester des réponses émotionnelles intenses face à certaines situations. 3. Une empathie développée. Les personnes HPE peuvent ressentir et comprendre les émotions des autres de manière très précise et forte. Ils disent qu'ils sont des éponges à émotions. 4. Une intuition émotionnelle. Ils ont souvent une intuition aiguë sur les dynamiques émotionnelles et peuvent être très à l'écoute de leurs propres émotions. Et enfin 5. Une vulnérabilité émotionnelle. Cette sensibilité accrue peut rendre les individus HPE plus vulnérables au stress et aux stimuli émotionnels. Ils peuvent avoir du mal à gérer les émotions fortes ou les environnements où les émotions sont très intenses.
Comme il n'y a pas de consensus établi, tout le monde peut s'emparer de ce terme et il est donc parfois difficile d'y voir clair dans ce qui est raconté sur le sujet. Dans le grand public, on sait que le terme HPE est souvent confondu avec le terme hypersensible, alors qu'ils ne veulent pas dire exactement la même chose. Le HPE est vraiment centré sur les émotions et leur compréhension, comme on l'a vu, alors que hypersensible, lui, veut dire une sensibilité supérieure à la norme au niveau sensoriel et émotionnel. Le HPE, ça nous parle, parce qu'il décrit des ressentis qu'on trouve dans l'équipe ou chez les personnes qu'on accompagne avec Cameo. Et c'est pour ça qu'on suit avec attention les recherches qui ont lieu à ce sujet. D'un point de vue philosophique, je trouve ça aussi très intéressant parce que pouvoir évaluer la capacité émotionnelle d'un individu et pouvoir mettre cette capacité en avant et la promouvoir dans certains postes à responsabilité, notamment dans la politique et l'administration, pourrait réellement changer la façon dont on gouverne notre société, et potentiellement pour le meilleur. D'autre part, on voit avec le développement de l'IA que ce qui nous différencie des machines, c'est notre capacité à ressentir, nommer et agir selon nos émotions. Évidemment, ce n'est pas toujours une bonne chose, mais un monde dans lequel les émotions auraient de la valeur, où on apprendrait à les écouter, à les gérer et à les communiquer, eh bien pour nous, ça ressemble à un monde qui ne nous déplairait pas. Zèbre. Zèbre est un terme trouvé par la psychologue Jeanne Siofachin dans son livre Trop intelligent pour être heureux. Elle le propose en alternative au terme surdoué ou précoce utilisé majoritairement à ce moment-là. Le mot zèbre, avec sa nouvelle définition, entre au dictionnaire en 2020. Il désigne donc des personnes à haut potentiel intellectuel, mais avec un nom plus sexy, plus accrocheur et qui vient romantiser le profil surdoué. Unique, adaptable, indomptable, tout cela vient donner une image valeureuse à ce terme et prend une place qui était laissée vacante jusqu'ici. Trouvez un terme positif qui parle au grand public et ne soit pas trop clinique et froid. Comme son intégration au dictionnaire le laisse comprendre, l'utilisation du mot zèbre pour parler d'un profil atypique à haut potentiel intellectuel est passée dans le langage courant. Cependant, comme pour d'autres termes avant lui, la plupart des personnes qui y sont confrontées ont du mal à définir exactement ce que ça signifie. Elles y relient des concepts plutôt positifs, mais sans forcément se référer à la définition du HPI vue juste avant. Le fait que Jeanne Siofachin ait fait ses études puis son début de carrière dans le marketing et la communication, avant de se réorienter sur des études de psychologie, se ressent dans l'ampleur de ce phénomène. Si on regarde ce qui a été accompli grâce à cette terminologie en termes de business, c'est un coup marketing fabuleux. Au-delà de l'idée première de trouver une dénomination positive, on note surtout qu'il a permis d'entretenir un business fructueux et sur la seule thématique du haut potentiel intellectuel. En soi, ce n'est pas le fait qu'une entreprise se spécialise dans ce domaine qui nous embête, ce serait assez culotté de notre part. Non, ce qui nous embête, c'est que les choses qui sont proposées sont souvent borderline et n'amènent rien en termes de connaissances et de ressources pour les personnes se retrouvant dans ce profil. Sans compter que si un haut potentiel peut être mal vécu, c'est rarement la seule cause des problématiques rencontrées. Si travailler avec des spécialistes peut être parfois intéressant, on peut aussi tout attribuer à ce fonctionnement de notre cerveau sans creuser le reste. On se retrouve alors à vouloir enfoncer une vis avec un marteau parce que quand c'est le seul outil qu'on possède, tout devient un clou. Multipotentiel. Le terme apparaît pour la première fois en 1972. Deux psychologues américains, Frederickson et Roffney, l'évoquent dans leurs recherches sur la douance. Déjà, à cette époque-là, ils en parlent pour décrire des personnes capables de choisir et de développer plusieurs compétences à un niveau élevé lorsqu'elles se trouvent dans un environnement approprié. On va le retrouver ensuite sous la plume de Barbara Kerr en 1990 cette fois-ci, lorsqu'elle part de certains de ses étudiants se questionnant sur leur orientation, très passionnés par plusieurs domaines et talentueux dans chacun d'eux. Une autre Barbara, Sher cette fois-ci, évoque le même concept dans son livre Refuse to Choose en 1994, sauf qu'elle utilise le terme scanner et compare ses profils à des abeilles butinant de fleur en fleur. Enfin, c'est Emily Wapnick, une Canadienne qui, en 2015, dans son TEDx « Pourquoi certains d'entre nous n'ont pas de vocation ?», popularise le terme multipotentiel auprès du grand public. Enfin, un mot facile à expliquer. Il dit lui-même ce qu'il est, et c'est sympa quand même. On a donc un côté multi, qui vient du latin multus, qui signifie nombreux, divers, et de l'autre côté potentiel, qui vient toujours du latin potentialitas, dérivé de potentia, signifiant pouvoir, puissance, faculté, capacité. C'est donc un mot qui sert à désigner une personne qui porte en elle les germes de nombreuses capacités. On retrouve certaines caractéristiques communes chez ces personnes-là. Une curiosité insatiable et une soif d'apprendre, un enthousiasme débordant et une détermination, une pensée en arborescence, qu'on appelle aussi une pensée divergente, et ce sont aussi des personnes autotéliques. Qu'est-ce que c'est ça encore ? Eh bien j'y viens. Une personne autotélique fait les choses parce que ça l'intéresse sans attendre de reconnaissance ou d'une récompense externe. L'argent, le statut, le pouvoir n'ont quasiment aucune valeur à leurs yeux. Ce sont donc des scanners de profession, des multipassionnés qui n'ont pas une vocation à proprement parler, mais qui ont beaucoup de passion, d'activité et de compétences, et souffrent à l'idée de devoir se spécialiser dans un seul domaine en particulier, car ils ont la sensation de devoir abandonner leurs autres centres d'intérêt.
Le terme multipotentiel a du mal à se frayer un chemin auprès du grand public. Il faut dire que ce n'est pas un mot très sexy ou imagé. S'il n'était pas aussi associé à la médecine, le terme généraliste, opposé à la notion de spécialiste qui nous est vendue à toutes les sauces depuis notre enfance, serait probablement une bonne alternative. Mais on ne peut pas changer ça, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Difficile de ne pas être d'accord avec ce mot puisque c'est celui qu'on utilise au quotidien chez Cameo. Même s'il est particulièrement difficile à prononcer après une mauvaise nuit, on aime l'idée qu'on a en nous plein de potentiel, de graines qu'on peut être amené ou décider de faire germer ou pas, et de les amener à se développer ou pas. La potentialité existe bien, mais elle dépend de chaque individu et de son envie et sa capacité à l'exploiter ou pas. Insister sur cette notion de choix et d'environnement favorable à ce que chacun veut ou peut développer nous semble primordial, en particulier pour se détacher de la pensée blessante du potentiel gaspillé qu'on doit tous avoir eu au moins une fois dans un bulletin de notes. Hein, monsieur Walter ? On ne peut pas te mentir, ce terme est loin d'être parfait. Certains même pourraient le considérer comme pompeux. On a d'ailleurs nous-mêmes cherché un meilleur terme, mais sans grand succès. Et pourquoi on n'essayerait pas de l'appeler ornithorynque ? Polymathe. Ce terme est apparu pour la première fois en 1624. Polymathe trouve ses racines dans le grec ancien, où poly signifie plusieurs et mathémas se traduit par connaissance. Un polymathe est littéralement quelqu'un qui possède des connaissances dans plusieurs domaines. Parmi les polymathes les plus connus, on retrouve Pythagore, Aristote, De Vinci, Tesla, enfin bref, ça doit te rappeler tes livres du collège. Car oui, le terme n'est quasiment plus utilisé aujourd'hui. Il faut dire que par rapport à l'époque de ces grands hommes, les sciences ont quand même un peu, enfin tout petit peu, évolué. De nos jours, il est difficile d'être à la fois astronome, physicien, médecin, peintre et sculpteur et de révolutionner chacun de ces secteurs. La quantité de savoir depuis le XVIIe siècle a tellement augmenté et chaque branche s'est tellement spécialisée qu'il faut souvent y dédier sa vie pour se considérer comme un véritable expert et espérer faire une découverte révolutionnaire. Si le terme multipotentiel que nous avons vu précédemment implique plusieurs potentiels à développer ou non, le terme polymathe suggère que l'on a déjà développé un grand nombre de potentiels au-delà de la majorité des professionnels de chaque secteur, au point d'y apporter des avancées significatives. Ça veut dire que non seulement tu es bon en maths, en physique et musique, mais que tu l'es au point de gagner une médaille Fields, un prix Nobel et un Grammy. Se dire polymathe de nos jours nous semble donc un chouïa prétentieux. Peut-on encore aujourd'hui utiliser ce terme ? Tout dépend où on met la barre pour s'appeler expert. Mais pour des multipotentiels qui ont tendance souvent à se remettre en question et à ressentir fort le syndrome de l'imposteur, c'est pas une mince affaire. Allez, un petit bonus, slasher. Le mot slash est le mot anglais désignant la barre oblique sur un clavier. Mais si, tu sais, la barre comme ça. Ah non, pas celle-là. Cette barre oblique donc sert à séparer deux mots ou expressions quand les deux sont valides et qu'on ne veut pas choisir. On pouvait donc décider d'être archéologue, /aventurier, /bourreau des cœurs, ou alors peintre, /sculpteur, /astronome, /ingénieur. Bref, à force de répéter ce slash, on a appelé les personnes cumulant plusieurs activités des slashers, à ne pas confondre avec vos films d'horreur préférés. Ah, ça va couper, chérie. Ça va, y a pas de bobo ? Ou des fans du guitariste de Guns N' Roses. Ça va être facile car le terme slasher est rentré officiellement dans le dictionnaire en 2020. Larousse le décrit ainsi. C'est une personne, généralement issue de la génération Y, qui exerce plusieurs emplois et ou activités à la fois. Popularisé par des auteurs tels que Marielle Barbe et son livre Profession Slasher, c'est un terme qui entre de plus en plus dans le langage courant. S'il y a encore parfois des confusions entre le slashing, qui est un choix, et les personnes qui doivent cumuler plusieurs emplois par nécessité, de plus en plus de personnes se reconnaissent dans ce besoin de s'épanouir dans plusieurs activités en parallèle et trouvent toutes sortes de solutions pour y parvenir. Le slashing est une façon d'aborder son activité professionnelle particulièrement intéressante pour les multipotentiels. C'est un terme qui est utilisé pour décrire l'organisation de son activité professionnelle et à ce sens, il remplit parfaitement son rôle. Il n'est pas l'apanage des multipotentiels et ne sert pas à décrire le fonctionnement interne de la personne et c'est pour ça qu'il est en bonus et non pas sur la liste des termes qu'on voulait étudier aujourd'hui. Chacun de ces termes recouvre des vérités différentes et il est important pour nous que la discussion sur leur légitimité et leur sens soit ouverte. On ne prétend pas tout savoir, mais on pense qu'il est important de comprendre ce que ces terminologies recouvrent réellement pour pouvoir les utiliser à bon escient. À titre personnel, je ne pense pas qu'un jour on trouve un terme qui traduise la complexité entière d'un profil et est-ce vraiment nécessaire au final. Un mot est un outil de communication et ne devrait pas être une énième étiquette à se coller sur le front. Mettre un terme sur son profil n'est pas une finalité, c'est seulement un point de départ pour mieux comprendre son fonctionnement et trouver des ressources pour en faire une force. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de ces définitions et si tu te reconnais dans certains de ces termes. Allez, je te dis à très bientôt.
Bon, pour avoir ce job de développeur, il faut une solide expérience dans le code, c'est votre cas? Oui, j'ai eu quasiment 0 faute quand je l'ai passé. Votre lettre de motivation, je vois que vous êtes un fan de kayak. Kayak de mer ou kayak de vive? Vous avez remarqué, ça se lit dans les 2 sens. Mais quels sont vos atouts pour le poste, monsieur de Lopez? Moi, je suis HPI, HPE, multipotentiel et zèbre. Ah, effectivement, vous êtes embauché. Bienvenue chez nous.